me semble que la phase caractéristique dans laquelle nous sommes est une sorte de phase 2. Donc il y avait la démocratie libérale, puis quelque chose que les gens appellent toujours démocratie libérale, mais qui, à cause de la stratification éducative, n'était plus une démocratie libérale, mais qu'on pouvait qualifier d'oligarchie libérale, puisqu'il y avait quand même encore un groupe dirigeant supérieur ou des catégories sociales supérieures qui avaient des volontés, des projets, des espoirs, pour les voir comme des espoirs d'exploitation des populations, d'organisation de la globalisation économique, de trouver que c'est formidable de délocaliser toute l'industrie et de priver les pays de leurs ressources productives. Mais il y avait un projet, en fait. Il y avait un projet, puis il fallait construire l'Europe, etc. Mais il me semble que la phase Macron, mais tout comme la phase actuelle aux États-Unis ou en Angleterre, est un pas au-delà. Et je ne sais même pas si on peut parler d'oligarchie libérale, parce que ce qui me semble caractériser la période, c'est la dissolution du projet de l'identité collective en haut de la société. C'est-à-dire, c'est l'absence le sentiment d'un échec général qui rend toutes les aberrations possibles. Donc, dans ce mécanisme général d'effondrement de la démocratie libérale, je distingue clairement deux temps, c'est-à-dire le stade de l'oligarchie libérale et le stade ultime dans lequel on est de dissolution du système politique, mais qui renvoie à une dissolution générale des idéologies, du corps social, l'atteinte d'un certain état de vide, une phase 3. La réaction de Macron, ça je l'avais, je pense, comme tous les gilets jaunes, très très mal vécu. C'est-à-dire qu'après s'être mobilisé autant, pendant des mois et des mois, après avoir consenti autant de sacrifices, bon, c'est clair que sa réélection, ça a mis un coup sur la tête, je pense, à beaucoup de personnes. Ce que je pense d'Emmanuel Macron, c'est tout simplement, c'est le pire président de la Ve République. Mais je crois que là, ça y est, on est arrivé à sa fin. Il a dissous l'Assemblée nationale, mais en fait, il s'est dissous tout seul, finalement. Il s'est dissous dans son narcissisme. Je veux dire, ce qu'on va retenir de lui, son bilan, c'est qu'il aura achevé la ruine du pays. Il va laisser le pays là, dans un état économique catastrophique. Il aura été celui qui se présentait comme le président qui ferait barrage à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il en aura été le tremplin. Et puis, en plus, il finit, entre guillemets, en beauté, sur un mouvement politique, une dissolution, qui est un calcul complètement foireux. Et je veux dire, c'est un président qui sort là par la petite porte, mais qui est humilié, en fait. Qui est humilié nationalement, qui est humilié internationalement. Et ça, je dois dire que pour l'ensemble de son œuvre, qu'il vive cette humiliation profonde, il ne l'aura pas volé. Emmanuel Macron n'a pas de problème, alors ça je pense qu'il n'a aucun problème de principe à avoir le RN au gouvernement. Je pense qu'il n'aurait aucun souci à fonctionner avec un gouvernement RN en cohabitation. C'est quelqu'un qui a des idéaux politiques qui sont extrêmement réactionnaires et c'est uniquement parce qu'il a bénéficié d'une couverture médiatique mensongère depuis 2017 qu'on croit que c'est un gentil centriste libéral. Mais Macron, c'est avant tout un réactionnaire et qui avant tout aime l'ordre et l'autorité. Or, quand on veut restaurer l'ordre et l'autorité dans un pays, rien de mieux que l'extrême droite. L'extrême droite, c'est ça qu'elle apporte aux classes bourgeoises, c'est le retour de l'autorité au travail, à l'école, c'est vraiment la remise en ordre de la société. Et je pense que même si on n'a pas cette impression, puisqu'on a surtout eu des gouvernements de droite ou menant des politiques de droite ces 20 dernières années, pour autant, il y a des idées qui ont énormément progressé. Il y a une libéralisation des mœurs qui est assez forte en France. Le combat féministe, la liberté pour les personnes LGBTQI, par exemple, ça fait partie des choses qui ont progressé. Et on voit bien qu'il y avait une vraie panique bourgeoise sur ces sujets-là. J'ai je ne sais pas combien de couvertures sur le péril woke, par exemple. Bref, que toute cette ébullition, finalement, qui a lieu dans le pays, qui est un mouvement à la fois de contestation des idées dominantes et établies, c'est quelque chose qui énerve la classe bourgeoise. Et finalement, un bon petit gouvernement d'extrême droite, est-ce que ce n'est pas ce dont elle a besoin? Et dans cette hypothèse, on peut très bien imaginer qu'Emmanuel Macron a pu accepter, voire même dealer avec le Rassemblement national, de lui confier les rênes du pouvoir à un moment pour éventuellement pouvoir soit revenir en force par je ne sais quel
combine constitutionnelle lui-même, soit pour qu'il y ait de nouveau un candidat macroniste qui porte cette idéologie extrêmement thatchérienne, cette idéologie de destruction du modèle social français en 2027. Je pense que ce qui est plus important, c'est de se concentrer sur qu'est-ce qui se passerait pour les gens si le Rassemblement national gouvernait. D'un point de vue économique, c'est absolument évident, ce sera pareil que le macronisme. La même chose, puisque le Rassemblement national a déjà renoncé à tout un tas de mesures qui se prétendaient comme étant en faveur du pouvoir d'achat. Il a renoncé à la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Il a renoncé à la suppression de l'impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Il a renoncé à sortir du marché européen de l'électricité. On voit qu'en gros, le Rassemblement national, il n'a quasiment plus de programme économique. Il prétend toujours qu'il va réindustrialiser le pays, mais ça, c'est absolument impossible puisqu'il n'a plus aucune velléité de rupture avec les règles de l'Union européenne. Donc, dans l'euro et le libre-échange, on ne peut pas réindustrialiser le pays. Donc, en quelque sorte, on sait d'avance que sur le plan économique, le Rassemblement national va échouer et qu'il va trahir ses électeurs. Tout ça est acquis. Et j'aurais envie d'ajouter qu'il échouera aussi sur l'insécurité, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, on ne résout pas les problèmes d'insécurité avec des mesures sécuritaires. Il suffit de regarder les pays qui sont très sécuritaires, par exemple comme les États-Unis. Les États-Unis sont un pays où il y a un taux de criminalité qui est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé que chez nous. L'insécurité, on la résout, on la réduit en agissant sur les politiques économiques et sociales, en réduisant les inégalités. C'est toujours ça qui fait réduire la délinquance. C'est quand même assez simple, je crois, à comprendre que si vous donnez un avenir à des jeunes, même qui viennent de quartiers défavorisés, si leur donnez des possibilités de s'en sortir, de pouvoir trouver une place dans la société, de pouvoir fonder un foyer, bref, de pouvoir assurer leurs besoins, qui sont les besoins de tout le monde, vous avez beaucoup plus de chances qu'ils ne sombrent pas de la délinquance que si vous leur bouchez totalement l'avenir. Et en fait, l'un des gros problèmes qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une partie de la jeunesse qui est sacrifiée et c'est ça qui est en train de favoriser la délinquance. Le Rassemblement national a été érigé comme un épouvantail qui a permis aux partis bourgeois, notamment à Macron, de se légitimer aux yeux de la population. Et en fait, quelque part, ce chantage a fini par ne plus fonctionner parce qu'il a été trop instrumentalisé. Je pense déjà que ça, c'est un problème de base. C'est qu'en réalité, pendant longtemps, la peur du Rassemblement national a été instrumentalisée. Alors même qu'elle est, selon moi, évidemment, légitime, réelle, etc. Mais ce que je vois bien, c'est qu'il y a une utilisation très cynique qui en a été faite, notamment de la part de la classe médiatique, etc. Et on voit que ça a complètement disparu. Ça a complètement disparu parce que, en réalité, le barrage sert juste à faire gagner les partis bourgeois. Et le parti bourgeois dominant pendant longtemps, c'était le macronisme. Et maintenant, le parti bourgeois dominant, c'est le Rassemblement national. Quand je dis parti bourgeois, c'est parti dont le programme économique et social favorise les intérêts de la bourgeoisie. C'est très clair dans le cas du Rassemblement national. Pendant quelques années, le Rassemblement national, en réalité, de façon assez courte dans son histoire, a eu un positionnement qui a inquiété la bourgeoisie, notamment parce que c'était un positionnement eurosceptique et puis qui soutenait quelques propositions sociales, ou du moins qui s'affichait comme en opposition programme de destruction de notre modèle social. Mais ça a complètement changé. Ces dernières semaines, le Rassemblement national a multiplié les gages de respectabilité auprès de la bourgeoisie. Jordan Bardella, devant le MEDEF, a vraiment assuré que tout serait fait pour préserver les finances publiques. Ce qu'on entend par préserver les finances publiques, c'est faire en sorte qu'elles ne servent qu'aux entreprises privées et pas aux citoyens. Il y a cet abandon de revenir sur la réforme des retraites. Il y a l'idée de mettre fin à ce qui reste de l'impôt sur la fortune immobilière, par exemple. Bref, le Rassemblement national est en train de s'imposer comme le nouveau parti candidat de la bourgeoisie. Et donc, par conséquent, la bourgeoisie, elle change ses consignes sans aucun problème. C'est-à-dire que quand la peur du Rassemblement national permettait à son poulain Macron de se faire élire, c'était une peur qu'elle activait. Et maintenant qu'elle a besoin du Rassemblement national pour continuer son régime d'accumulation et de parasitisme, elle tourne la rhétorique du barrage contre la gauche. Le macronisme, ça peut signifier trois choses. D'abord, l'emprise d'Emmanuel Macron sur des troupes, des gens qui l'ont rejoint. Quand vous entendez Gabriel Attal au soir du premier tour, qui dit « je ne voulais pas cette dissolution, mais j'ai décidé de ne pas la subir », il y a une rupture. Emmanuel Macron ne contrôle plus ses troupes. Idem pour Édouard Philippe. En d'autres termes, il y a quelque chose qui peut-être s'est construit,
Mais ça peut plus s'appeler macronisme parce qu'Emmanuel Macron ne contrôle plus ce qu'il a lui-même bâti. Il est aujourd'hui un problème pour ses propres troupes. L'autre élément, c'est que qu'est-ce que c'est qu'un parti politique ? Un parti politique, c'est quelque chose qui vient vous chercher à la sortie du lycée, qui vous forme, qui construit une identité politique. Et cette identité politique, ensuite, eh bien, elle continue, elle persévère, et elle fait que, eh bien, vous pouvez potentiellement vous retrouver dans ce même parti, même en ayant perdu. Vous y avez trouvé vos amis, vous y avez peut-être trouvé votre compagne, vous y avez en tout cas trouvé une identité. Le macronisme, c'est pas ça. C'est des gens qui viennent de droite, qui viennent de gauche, avec des attitudes qui d'ailleurs sont très très différentes. On voit qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin l'oriente vers la droite, Gabriel Attal ne ferme pas la porte à la gauche. Donc ça n'a pas forgé d'identité politique. Et par ailleurs, c'est pas non plus un parti qui offre des bases de repli. Prenez LR, prenez le PS, déclaré mort 10 fois. Il y a des bases de repli dans les collectivités territoriales. En d'autres termes, vous pouvez dire, OK, ils ont un groupe qui n'est pas aujourd'hui terrible, mais malgré tout, derrière, il y a des présidents de région, il y a des présidents de département, il y a des mairies. C'est les 2 premiers partis de loin en termes d'implantation territoriale. Et donc, demain, même si vous êtes dans l'opposition, même si vous êtes réduit à peau de chagrin, vous pouvez rebondir. Les macronistes n'ont rien. Et donc, si demain, il n'y a pas de groupe politique, c'est quoi la Macronie ? C'est pas un parti, c'est pas non plus des bases de repli. Bref, que reste-t-il ? Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Dans une chronique précédente, j'avais pris l'exemple des repas gratuits. Tu imagines, tu vas au restaurant, tu t'assois, mais en fait, tu as un écran devant qui te passe de la publicité, et puis on te met de la nourriture, tu manges, c'est gratuit, tu as vu ta publicité. Ce serait quoi ma stratégie si je devais le faire ? Bon, évidemment, comme je ferais une entreprise privée, il faut que ça me coûte le moins cher possible. Je ne vais pas faire, regardez, on va faire une petite soupe au caviar avec du foie gras, tu vois, à 400 € le repas, c'est pas génial non plus. Mais d'un autre côté, je ne pourrais pas faire un truc dégueulasse non plus, façon cantine, tu vois, de quand on avait 12 ans, avec la purée, les trucs dégueulasses. Donc tu vois qu'il va falloir ruser pour avoir un truc pas cher et addictif. Et donc, tu vois très bien qu'est-ce que tu vas proposer. Je sais pas, moi, des espèces de hamburgers bien gras, pas chers, avec des frites pas chères, avec de la glace, un truc avec du sucre, machin. Tout ce qui pourrait être addictif, pas cher. Si tu fais ça, ça va marcher. Les gens, ils vont être contents. Mais qu'est-ce qui va se passer à long terme ? À long terme, tu vas avoir ton espérance de vie qui va diminuer de 20 ans. Tu vas te faire un infarctus si tu vas tous les jours manger ça. En fait, l'information gratuite, c'est en train exactement de ce qui se passe. Tu as des trucs addictifs. Enfin, sinon, pour conclure à ta question, comment ça pourrait être financé tout ça à part la publicité ? Je reviens quand même à ta question de départ. Tu pourrais imaginer que, par exemple, tout simplement, sur ta feuille d'impôt, quand tu la remplis, à la fin, on te dise tiens, est-ce que vous soutenez certains médias ? Puis tu peux cocher 2, 3 médias et chaque média recevra, j'en sais rien moi, 10 €, 15 €. Et puis tu auras un financement public de médias associatifs privés qui ne seront pas du tout passés par je ne sais pas quel système étatique qui fera pression. Ce sera directement le consommateur qui pourra dire « Moi, ces médias, je les trouve très bien, je veux les soutenir. » Et donc, tu finances sans publicité et sans milliardaires. Tout passe par ce qu'il appelle la manufacture du consentement. Déjà, tout doit reposer sur le consentement. Alors ça, c'est pas lui qui l'invente, c'est dans la théorie politique moderne, c'est la fondation moderne de la politique. On passe d'une autorité fondée sur le théologico-politique. Les gens sont autorisés à gouverner parce qu'ils ont une légitimité théologique. Au moment où il y a une laïcisation, une sécularisation, et en fait, la politique moderne émerge, à l'époque, entre la Renaissance et l'âge classique, les philosophes notamment, mais pas seulement, vont affirmer que l'autorité n'est plus fondée sur, par exemple, le droit divin, mais sur le consentement des gouvernés à être gouvernés. Alors ça, c'est une révolution. Je renvoie, par exemple, à Hobbes, qui n'est pas du tout un démocrate, mais qui dit, voilà, c'est pas possible s'il n'y a pas un contrat, s'il n'y a pas un consentement des gouvernés. Ce consentement, normalement, il doit se recueillir. Chez Lippmann, c'est impossible de recueillir le consentement de la masse, parce que la masse est irrationnelle et elle sait même pas ce qu'elle pense. Elle fait n'importe quoi et elle pense n'importe quoi. Donc, puisqu'on a affaire à des collectifs irrationnels, il faut fabriquer le consentement de manière industrielle. Or, nous avons des outils industriels, ceux dont se servent à l'époque les fascistes et les nazis, à savoir les industries culturelles, la presse, évidemment la vie culturelle, le cinéma et bientôt la télévision. Et ensuite, les réseaux sociaux. Donc, il faut s'emparer de ça
parce que de toute façon, les nazis et les fascistes, c'est exactement ce qu'ils font, hein, mais pour aller dans une très mauvaise direction. Donc il faut s'emparer du même arsenal pour fabriquer le consentement de la population, pour aller dans la bonne direction. Donc pour fabriquer le consentement à la mondialisation. Et c'est ce que Lippmann a parfaitement bien théorisé, et ça a très bien marché, puisqu'ensuite ça a été repris partout. On vit dans une société de propagande, je considère, en France. Hein. On a des médias de propagande. Je n'ai plus aucune illusion sur la nature des médias. Mais alors, on est très loin d'imaginer ce que c'est que la propagande en Israël. On ne comprend pas ce que c'est. Je veux dire, ça commence à l'école maternelle. D'abord, il n'y a pas de Palestiniens. Les cartes ne mentionnent pas les territoires occupés. Il n'y a pas de Palestiniens autres que les Mechablim, les terroristes. Vous voyez des petits-enfants de l'école sortir sur la plage et dire oh, voilà notre drapeau. Le nationalisme est inculqué de manière très très forte. Il y a eu un film fait sur les lycéens qu'on envoie en pèlerinage à Auschwitz. Et dans ce film, fait par un Israélien, ils sont encadrés par des personnels de sécurité qui leur donnent des consignes. Et on entend les consignes. Et les consignes, c'est, écoutez, vous êtes en territoire ennemi, on est en Pologne, à Auschwitz, en 2020. Vous ne pouvez pas sortir de l'hôtel tout seul, vous ne pouvez pas sortir sans être accompagné. Incroyable, comme si la Pologne était un territoire ennemi et dangereux. C'est-à-dire on les fait vivre dans l'idée du danger permanent, dans l'idée que Israël est un pays de survivants, comme si c'est quelque chose que moi-même j'ai ressenti quand j'y étais allée pour faire mes études, j'avais 21 ans, la sensation que les portes d'Auschwitz venaient de se fermer derrière moi, juste derrière moi, que je sortais d'Auschwitz. Or, je suis d'origine marocaine, j'ai vécu en France où j'ai jamais ressenti ça. Ce sentiment m'interrogeait fortement. Je me dis, mais pourquoi je dois me sentir en danger, en fait? Pourquoi je dois me sentir en danger? Cette perception-là de vous êtes en danger permanent, vous êtes en survie. Donc, quand on est en survie, tout est possible. On peut tout faire pour survivre, y compris assassiner, faire des assassinats de masse. Tout est permis. C'est ça la situation dans laquelle vivent les Israéliens. J'ai su par la bande que Patrick Drahi avait sermonné, pour ne pas dire engueulé, une personne de BFM qui m'avait invité. Ce que Patrick Drahi, propriétaire de BFM, considérait comme inacceptable. J'ai eu, malgré tout, d'autres invitations, mais qui ont été à chaque fois annulées. Donc je suppose, en reconstituant le mécanisme, que un ou une jeune journaliste ou un stagiaire me google pour la composition d'une table, d'un plateau, et puis que quand mon nom arrive à l'échelon de la rédaction en chef, non, celui-là, on m'a déjà fait le coup, il est controversé. Je suis un personnage controversé, en tout cas quand il s'agit du conflit israélo-palestinien. Sous-entendu, Bernard-Henri Lévy n'est pas controversé, ou Alain Finkielkraut. Donc il y a quelque chose de... Enfin, c'est à la fois révoltant, et je me dis, bon, de toute façon, j'ai pas mon rond de serviette dans les médias, je fais avec, quoi. Par exemple, les médias que j'écoute, France Inter, France Culture, ne m'invitent pas ou m'invitent à peine. Quand on voit la récurrence d'un certain nombre de gens qui viennent pour redire la même chose, ça me fait de la peine, ça m'ennuie, mais je vois quand même qu'il y a quand même des gens... Le pluralisme n'est pas respecté, disons dans les proportions, mais il est quand même pas inexistant. Il y a tout de même des voix qui se font entendre. Par exemple, en ce moment, Shlomo Sand sort un livre, eh bien, on l'entend. Karim Katan, écrivain franco-palestinien, se fait également entendre. Quelques leaders palestiniens peuvent faire entendre leur voix. Mais enfin, par rapport au vacarme des thèses, disons, des défenseurs d'Israël, leurs voix ont peine à se faire entendre. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est évidemment sur Internet que circule une parole plus libre, plus ouverte. Il y a eu tout un travail d'assimilation des deux notions. Antisionisme, c'est-à-dire critique d'Israël, pour le dire vite, égale antisémitisme. Ce qui est
mais purement scandaleux, au regard même de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que l'antisionisme, c'est une idéologie juive dans son histoire, clairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des antisémites qui se servent de l'antisionisme, il faut le dire. Il y a eu des think tanks israéliens qui ont examiné cette question, une catégorie d'intellectuels qui a fait le travail de baliser le terrain sur antisionisme égale antisémitisme, Taguieff le premier, par exemple. Il y a eu l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui est chapeautée par la Suède et qui examinait la question de l'antisémitisme dans le monde, qui a été vraiment envahie par des experts israéliens qui ont imposé dans les exemples donnés à la définition d'antisémitisme des exemples d'antisionisme pour faire valider cette assimilation. On a eu Macron au Vélodrome d'hiver en 2017 qui a exprimé clairement la parole publique du président de la République française que l'antisionisme est une forme déguisée d'antisémitisme. Bref, on est dans cette volonté de museler la population qui est productrice d'antisémitisme, il faut bien le comprendre. On ne peut pas avoir une maîtresse d'école qui, dans la classe, dit tout le monde a le droit de parler contre tout le monde, sauf de lui. Attention, lui c'est mon protégé, c'est mon chouchou. Si on est les chouchous de la République et que, en notre nom, à nous les Juifs, tout le monde doit se taire sur ce qui se passe en Palestine, mais c'est sûr qu'on va se faire casser la gueule à la récré, pour le dire bêtement. C'est provocateur de ressentiment contre les Juifs, à tort, mais c'est tellement fort, c'est tellement massif comme propagande que ça a des effets, bien sûr. Je t'avoue que voir comme ça un génocide se dérouler sous nos yeux sans réagir, mais avec la complicité de l'Occident, en envoyant des armes, en ne prenant pas la moindre sanction, en faisant la chasse à toute parole, mais un tant soit peu respectueuse du droit international et de l'humanité, mais minimale des peuples, par des journalistes, mais qui sont fanatisés. Waouh, j'avoue qu'en général, pas grand-chose me surprend, si là, quand même, ça m'a surpris. Penser qu'on puisse aller là, ça montre le degré de décomposition morale de ce qu'on fait. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que déjà, évidemment, on ait laissé se développer un gouvernement d'apartheid en Israël, tu vois, sans même oser appeler un chat un chat. Parce que moi, tu dis, il n'y a pas d'apartheid en Israël. Mais je n'ai pas compris, moi, les habitants de Gaza ou de Cisjordanie, quand est-ce qu'ils votent à la Knesset? C'est juste savoir. Moi, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le droit de vote. Donc, s'ils n'ont pas le droit de vote, c'est qu'il y a des citoyens de deuxième zone dans votre État, donc vous êtes un État d'apartheid. Enfin, point final, comme étaient les Algériens en France, qui n'avaient pas tous le droit de vote à l'Assemblée nationale. Donc, quand vous êtes un État colonisateur, vous êtes forcément, au bout d'un moment, un État d'apartheid. Sinon, vous êtes démocratique et colonisateur, et que les colonisés sont plus nombreux que vous n'êtes plus un État, en fait. Pour la Russie, on en est au 92e train de sanctions qui sont complètement inutiles. On voit que ça n'a en rien empêché la Russie de continuer sa guerre. Ça nous a été extrêmement défavorable. Les types, j'ai même pas entendu une personne parler un jour de peut-être aller faire des sanctions contre Israël. En général, ça marche pas, les sanctions économiques. Il y a un cas où ça marche, c'est quand c'est quand même beaucoup de pays contre un tout petit. Alors là, en général, ça marche. Israël, ce serait un bel exemple de sanctions qui marcheraient. Je veux dire, la guerre s'arrêterait en 2 ou 3 semaines si l'Occident décidait de s'y mettre. Bon, on le fait pas, on regarde ailleurs, on respecte même pas la convention sur le génocide. Là, on parle d'aller envoyer devant la CPI Netanyahou. Les États-Unis sont en train de se battre pour essayer de faire pression sur la Cour pénale internationale pour qu'elle ne délivre pas des mandats d'arrêt contre Netanyahou, alors que les mecs se réjouissaient qu'elle les délivrait contre Poutine. Attends, au bout d'un moment, c'est sûr qu'il ne va plus y avoir de droit international si tu considères qu'il faut que Poutine se mette en examen, mais que Netanyahou, non, c'est bon, ça passe crème. Donc le fait qu'on ne réagisse pas, qu'on sanctionne de plus en plus les paroles pour la paix, pour la démocratie, pour le droit international, c'est quelque chose de très inquiétant pour la suite. Ce rappel au droit international, et notamment au droit international humanitaire, c'est une tartufferie révoltante. C'est absolument dégoûtant d'utiliser le droit pour le retourner contre ceux à qui il devrait bénéficier. Ce droit à se défendre est inexistant. Lorsque Israël attaque le Liban en 2006, on peut invoquer le droit à se défendre, puisqu'Israël est attaqué depuis son voisin. Donc on a le droit de se défendre contre un autre État, d'où vient une attaque. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'une population occupée qui exerce son droit à se défendre contre l'occupation. Donc ceux pour qui devrait être invoqué
le droit à se défendre, ce sont les Palestiniens d'abord, pas les Israéliens. Mais jamais, pas une seule fois, vous n'aurez entendu cette référence au droit c'est même pas, je veux dire, du militantisme politique pro-palestinien, là. C'est simplement une référence au droit international. Vous êtes une population occupée, vous avez le droit de vous révolter. Ça ne veut pas dire que vous avez le droit de vous révolter selon n'importe quelle modalité. Et par exemple, les atrocités commises par le Hamas ne relèvent pas de ce droit-là. Il faut être clair tout à fait là-dessus. Mais lorsque des militants palestiniens à Gaza ou en Cisjordanie attaquent des soldats israéliens ou des colons armés, on les traite de terroristes exactement de la même façon. Donc on entretient cette confusion que par ailleurs on dénonce lorsque c'est commode. Parce que lorsqu'ils attaquent des patrouilles militaires, ce qui arrive un certain nombre de fois, les militants palestiniens devraient être appelés des résistants. C'est comme ça, c'est le terme qui convient. Or, on reprend très facilement la terminologie israélienne, tous des terroristes et tout. Et d'ailleurs, on retrouve là cette confusion sémantique qui entoure le terme de terroriste, extrêmement flexible, extrêmement labile, se prêtant à tous les usages, comme on le sait, que ce soit dans la tradition française, pendant la guerre d'Algérie, ou à d'autres moments. Ceux qui disposent du nucléaire, jusqu'à maintenant, savent qu'il n'y a pas de vainqueur dans une guerre nucléaire. Vous savez ce que c'est que la capacité de seconde frappe. C'est-à-dire que vous m'agressez, bon, vous m'avez touché. Mais vous savez que j'ai aussi du nucléaire sous-marin, j'ai des avions en haut que vous n'avez pas détruits non plus. J'ai une capacité de vous frapper à mon tour. C'est-à-dire que vous allez également subir des pertes considérables. Est-ce que vous avez vraiment envie, après m'avoir frappé très durement, d'être également frappé durement vous? Est-ce que vous êtes sûr, et ne pouvez pas l'être, de m'annihiler totalement dès le premier coup? Non. La capacité de seconde frappe, si vous voulez, c'est en fin de compte le rappel de « ne te suicide pas toi-même en pensant m'éliminer ». Donc, c'est ça qui retient. C'est pas parce que nous sommes devenus sages, c'est parce que nous savons le prix que nous allons devoir payer si nous agressons. Nous avons la paix parce que nous avons les moyens de nous détruire mutuellement. C'est ça qui nous rend sages. Si on était sûr de pouvoir détruire l'autre et de pouvoir survivre tranquille, on l'aurait déjà fait. Voilà, nous sommes de cette espèce-là. Donc moi, je n'y crois pas à la guerre nucléaire. C'est une attitude culturelle, d'origine religieuse ou d'effondrement religieux qui a débouché sur une conception économique soi-disant révolutionnaire, le néolibéralisme, dont on est en train de s'apercevoir qu'elle n'était pas du tout simplement une conception économique, qu'elle était juste une révolution morale dans un sens négatif. C'est-à-dire le néolibéralisme, la déification du marché, la financiarisation, la délocalisation des activités de production dans le reste du monde, la fuite du travail manuel en fait aussi, puisque c'est de ça qu'il s'agit. C'est une révolution mais culturelle, mais sur le plan économique, c'est juste simplement une régression, c'est une chute de la capacité à fabriquer des choses. Et c'est ça qui est terrible dans cette guerre. C'est que la guerre, c'est des choses. Je veux dire, la guerre est une abomination, mais c'est aussi un atterrissage dans la réalité. Et donc cette guerre est pour l'Occident un atterrissage dans la réalité de sa désindustrialisation. Mais derrière la désindustrialisation, l'industrie, ce n'est pas d'abord des usines, c'est des gens qui savent travailler. Donc quand j'utilise les ingénieurs, l'ingénieur est ce qu'on appelle un proxy pour l'ensemble de la population qui est capable. Donc il y a les techniciens supérieurs, les ouvriers qualifiés. Pour moi, c'est la même chose que les ingénieurs. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est la façon dont les sociétés libérales les plus avancées sont allées très très loin dans l'abandon des études d'ingénieur, en fait. Mais il y a une logique, c'est-à-dire c'est pas juste culturel, ça devient systémique. C'est-à-dire, vous êtes américain, vous naissez américain dans une famille un peu friquée ou privilégiée, vous devez choisir des études. Si vous choisissez des études d'ingénieur, vous allez avoir un niveau de rémunération assez moyen,
si vous voulez faire des études de finance, de droit, devenir avocat, etc., vous vous rapprochez de ce qui est la véritable production des États-Unis, qui détruit toutes les autres finalement, qui est la production de dollars pour le monde. Pour nous, les Russes dans cette affaire sont de A à Z les agresseurs. Or, dans la pratique, oui, bien sûr, M. Poutine a agressé, il a essayé de s'emparer de la capitale, il a raté son coup, il a perdu. Mais il faut dire qu'avant cela, indiscutablement, il y a eu une pesée menée dès la fin de la guerre froide en direction de dépouiller les Russes de leur glacis, d'amener à l'intérieur de l'OTAN tout ce qui était les ex-satellites de l'URSS, Ukraine comprise. Les Russes se sont sentis repoussés, ils se sont sentis agressés. Donc, si vous voulez, nous, on a transformé l'Ukraine en quelque chose de merveilleusement blanc, alors que c'était un État, et ça reste encore un État corrompu. On a transformé la Russie en principe du mal absolu. Tout ce qu'ils font est mauvais. Bien sûr, je trouve que les Ukrainiens ont raison de se battre pour être indépendants. De toute façon, ils l'ont gagné, leur indépendance. Bon, maintenant, prétendre qu'ils vont récupérer tout, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'ils vont récupérer la Crimée? Moi, je ne le crois pas. Donc, la question n'est pas les Russes peuvent-ils gagner? La question correcte, c'est les Russes peuvent-ils perdre? Et à mon avis, les Russes ne peuvent pas perdre. L'offensive qui nous avait été promise piétine du côté ukrainien. Et les Russes sont déterminés à rien lâcher ou à lâcher le moins possible en s'accrochant au terrain. Et pour finir, tout dépend des États-Unis. Aux États-Unis, il y a des signes que la guerre commence à fatiguer. Mais en tout cas, ils ne veulent pas continuer cette guerre et payer. Quant aux Européens, ça ne les amuse pas de se saigner pour aider l'Ukraine. Je dirais que cette espèce d'appui à l'Ukraine est une chose fragile qui ne va pas perdurer. On n'est pas plus unis entre nous qu'on ne l'était il y a 5 ans. Vous êtes ukrainien, russophone, des classes moyennes. Votre pays, l'Ukraine, est en cours d'effondrement et n'offre aucune perspective de vie à vos enfants. À côté, il y a la Russie qui redécolle et qui a un appel de main-d'œuvre, tout ce qu'on veut, avec une population d'ailleurs qui a besoin d'addition. En fait, et ben, plutôt que de sauver l'Ukraine, vous partez en Russie, en fait. Et donc, la partie russophone, à l'Est, ou la Nouvelle-Russie, ont été privés de leurs élites naturelles. Et c'est pour ça qu'a pu, je pense, se développer librement, pas simplement le poids de l'Ukraine centrale, ce qu'on appelait Petite Russie, au sud de Kiev, mais aussi l'importance démesurée de l'Ukraine occidentale, où se trouve le nationalisme le plus dur, les traces de néonazisme et tout ça. Mais le nationalisme doit être pris comme un signe de pathologie sociale, fondamentalement. Mais ça existe en politique, ça a des grands effets. Et je dirais, l'une des grandes responsabilités morales de l'Occident, quand même, c'est d'avoir utilisé ce nationalisme d'une partie d'une société en perdition comme un instrument géopolitique contre la Russie. C'est-à-dire que depuis le départ, les Américains ont été à la manœuvre, en fait. La révolution orange de 2005 résultait beaucoup de l'encouragement des Américains à ce nationalisme ukrainien. Mais l'Europe aussi a sa responsabilité, en fait. L'Europe, en 2014, je montre dans le livre, en 2014, ça n'est plus les États-Unis qui sont fondamentalement à la manœuvre, même si Victoria Nuland a été visiter le pays de façon agressive. Je veux dire, ce qui a créé la crise de 2014, dans ces élections, et les très forts taux d'abstention qu'on observe dans la région russophone, cette crise de Maïdan a été créée par l'Europe, en fait, par l'Union européenne, qui a sommé d'une certaine façon l'Ukraine de choisir sur le plan des accords commerciaux entre elle, l'Union européenne, et la Russie. Il ne peut pas y avoir de diplomatie si vous êtes dans le combat du bien contre le mal. Et quand vous regardez, vous écoutez, moi j'ai très frappé par des arguments sur les plateaux, et quand je participe à des discussions, je finis par me rendre compte que tous les arguments, au fond, oui, mais
Après, la Russie, elle va aller jusqu'à Berlin. En fait, ce sont des arguments, ce sont des argucibles, parce que le seul argument qui sous-tend réellement toutes ces positions, c'est l'argument du bien et du mal. C'est oui, mais quand même, il y a un agresseur. Oui, mais quand même, il y a un méchant. Oui, il y a des méchants, mais il y en a beaucoup dans le monde, des méchants. Et donc, voilà. Donc, de toute façon, négocier, mais on ne va pas négocier avec l'agresseur, on ne va pas négocier avec le méchant, on ne va pas négocier avec le mal. Le bien ne négocie pas avec le mal. Et en fait, on en revient toujours à ça. Toujours. On vous dit, ben oui, mais la négociation, mais négocier quoi? Ça, vous ne savez pas ce qui va sortir d'une négociation tant que vous ne l'entamez pas. Quand vous l'entamez, vous ne savez pas comment elle va se conclure, mais vous acceptez l'idée qu'elle ne se conclut pas d'une façon qui va forcément vous ravir, mais vous allez essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même une sortie. Et la sortie d'une guerre, c'est soit j'anéantis l'adversaire, soit je négocie. Là, on ne peut pas anéantir l'adversaire. Voilà. Et d'ailleurs, si par hasard on y arrivait, parce qu'il se disloque sous la pression, sous les défaites, ce serait une catastrophe pour nous, et sans doute pour le monde. Encore pire, parce que, imaginez, c'est 5000 têtes nucléaires qui vont se balader dans le monde entier, un facteur, le plus grand pays du monde qui éclate, c'est une déstabilisation de la totalité de l'Eurasie, et pour combien de décennies, et avec quelle forme de violence qui prendra le pouvoir. Il faut se rappeler quand même de l'angoisse qui a gagné les chancelleries occidentales quand les troupes de Prigojine se dirigeaient vers Moscou. Les gens là qui, hélas, occupent actuellement le pouvoir, enfin un pouvoir très faible et très agressif, et agressif parce que faible, ces gens-là sont ce que Nietzsche appellerait les derniers des hommes, en fait. Les symptômes ultimes d'une évolution assez déplorable, de dégénérescence intellectuelle et morale, où au fond, il n'y a rien d'autre que l'utilité, à quoi vous me servez, le profit, l'argent donc, et la puissance, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance. Il ne reste que ça. D'où l'insistance de ces macroniens-là, de ces néolibéraux, sur la productivité, la performance, où on revient à une lecture du réel sous la forme de moyens sans fin. Il y a des moyens, et on va calculer des moyens, mais on ne va jamais penser les fins. Peut-être parce qu'on a peur, peut-être parce qu'on est trop bête, ou qu'on a trop peur du vide, du néant, que l'on incarne soi-même, si vous voulez, mais on va se réfugier dans du technico-pratique et dans une volonté de produire plus. De ce point de vue-là, l'insistance actuelle sur les JO de 2024, qui sont ridicules, absurdes, néfastes à tellement d'égards, bon, bref, est très révélatrice parce que Pierre de Coubertin, au fond, grand admirateur du régime nazi, par ailleurs, grand antisémite, grand misogyne, grand raciste, etc., Pierre de Coubertin a peut-être formulé la devise des temps contemporains, quand il dit « quitius altius fortius », plus vite, plus haut et plus fort. Eh bien, les macronistes en sont là, c'est-à-dire à rien, en fait. C'est une forme d'aménagement du néant qui est vectorisé par la puissance. Il n'y a que ça. C'est ce que j'ai tendance à appeler la sous-traitance oligarchique. C'est-à-dire que les capitalistes sont tout à fait capables de faire profiter de quelques miettes certaines catégories socio-professionnelles, dont sûrement je fais partie, puisque le statut de chercheur au CNRS est quand même un statut extrêmement privilégié, les droits d'auteur, tout cela contribue d'une certaine façon, à acheter, y compris les partis politiques, qui ont des avantages, qui se laissent diviser et qui, quelquefois, perdent de vue leurs objectifs politiques au profit d'objectifs qu'on pourrait qualifier d'institutionnels. Et donc, bien sûr, ça fait partie de la stratégie de la classe dominante, effectivement, que de dominer le plus largement possible. Le nihilisme, qu'est-ce que c'est? C'est déjà la négation de toute valeur, sauf celle de l'argent, équivalent universel qui, par son existence même, est une négation des valeurs, puisque, encore une fois, cet équivalent universel fait s'équivaloir précisément un stylo, un utérus, une voiture, un être humain, un enfant, un foie, un organe, peu importe. Tout se vaut parce que tout vaut de l'argent. Donc ça, c'est la négation de la valeur, et c'est la valeur de la négation, et c'est du nihilisme. Et au-delà de ça,
Le nihilisme, c'est ce que Nietzsche appelle la production du désert. Le désert croît, c'est un résumé absolument sidérant de ce que peut être la modernité poussée jusqu'à son terme, c'est-à-dire la logique des moyens sans fin, la logique du profit, de la jouissance, totalement décorrélée de toute réflexion sur le caractère vivable et humain de la vie. Vous allez faire quelque chose parce que vous pouvez le faire. Vous allez utiliser autrui parce que autrui est votre instrument et non pas votre père. Vous allez considérer l'autre comme une ressource dans laquelle vous allez puiser jusqu'à l'épuisement et vous allez dévaster. Vous allez détruire des existences et vous allez dévaster le monde. C'est le monde dans lequel on vit et de manière assez stupéfiante, cette dévastation-là, elle est érigée en valeur par, de fait, les nihilistes qui sont au levier de commande non seulement du pouvoir ou du pseudo-pouvoir politique, puisque derrière, il y a évidemment des logiques économiques et financières ultra déterminantes, et par ceux qui détiennent les leviers de commande, des fusées qui vont sur Mars et des entrepôts Amazon. Nous avons affaire à, effectivement, ce que Nietzsche appelait les derniers des hommes, des gens qui n'ont plus d'existence que fantomatique, zombiesque, et voués à la simple jouissance matérielle, totalement décorrélée de toute réflexion sur la beauté et sur le sens. La réalité des gouvernements bourgeois, c'est qu'ils ne pratiquent pas du libéralisme, ils pratiquent du bourgeoisisme. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ils affirment, leur but, ce n'est pas de déréguler l'économie pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de rente, que chacun puisse aller jusqu'au bout de sa liberté d'entreprendre. Non, leur seul objectif, c'est de donner plus à ceux qui ont déjà. C'est de donner de l'argent à leurs camarades de classe, littéralement. Un des leviers, c'est d'augmenter l'exploitation au travail. Donc ça, Macron et Hollande avant lui l'ont fait, c'est-à-dire faire en sorte que le travail paye de moins en moins et que le capital soit de plus en plus rémunéré, qu'il y ait de moins en moins de contraintes à avoir des salariés dans ce pays et à les exploiter un maximum. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. Mais il y a autre chose qu'il a fait, et de façon vraiment éclatante et qui aura des conséquences durables, puisque ça a ponctionné nos finances publiques, et ça pèse directement, en fait, ce sont nos impôts qui vont là-dedans, c'est donc les aides publiques aux entreprises. Alors là, on a 160 milliards d'euros par an qui sont distribués aux entreprises privées. C'est plus que le budget d'éducation nationale, donc c'est vraiment le premier poste de dépenses publiques, donc c'est énorme. Et ce qui est fou, quand on regarde le détail de tout ça, c'est que c'est énormément de choses qui ne sont même plus évaluées, ou alors dont les évaluations qui sont négatives sont passées sous silence. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des dispositifs comme les exonérations de cotisations patronales, c'est-à-dire que jusqu'à 1,6, puis 1,8, puis 2,6 SMIC en termes de salaire, toute une partie de ces salaires sont exonérés de cotisations patronales. Donc ça veut dire que concrètement, ce n'est plus l'entreprise qui paye à la Sécu la protection sociale, c'est l'État qui va payer à sa place. Et ce qui est étonnant, c'est qu'un dispositif comme ça, donc rien que les exonérations de cotisations patronales, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. En fait, toutes ces évaluations, depuis le début, ont montré qu'il n'y a pas d'effet positif sur l'économie. Quand on voit ce qu'on dépense pour nos entreprises privées, en réalité, c'est comme si on vivait dans une économie administrée, au sens où c'est bien l'État qui subventionne l'économie. On n'est pas du tout dans une économie dérégulée, sauf que ça ne nous donne aucun pouvoir. C'est-à-dire que c'est juste le contribuable donne cet argent et les entreprises en font ce qu'elles veulent. Et je donne des exemples dans Parasite. Ça veut dire que concrètement, sur certaines aides à l'investissement, par exemple, les entreprises, on peut dire « Ok, on va s'acheter des machines avec, et puis ces machines, on va les expédier dans notre usine en Roumanie. » Donc en fait, même les entreprises françaises, dans le cas des groupes internationaux, n'en voient pas la couleur. Et évidemment, les salariés n'en ont pas vu la couleur. Il y a une fraude fiscale qui est démentielle, qu'on estime à au moins 100 milliards par an. Mais on nous dit c'est impossible de taxer les riches. Si on taxe les riches comme ils sont internationaux, maintenant et leur fortune aussi, ils vont quitter le pays. Puis s'ils quittent le pays, c'est fini, il n'y aura plus d'économie, c'est plus Bernard Arnault, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, pour moi, qu'il s'en aille ne me pose pas de problème. Et d'ailleurs, je vous signale, je vous rappelle qu'en 1981, quand François Mitterrand a été élu président de la République avec le soutien d'une gauche plurielle dans laquelle participait le Parti communiste, avec évidemment des ministres communistes, des ministres socialistes, des ministres de diverses sensibilités de gauche, eh bien, je peux donner 2 exemples de personnes dont je suis sûre qu'ils se sont enfuis aux États-Unis. Ces 2 personnalités qui sont vraiment importantes, c'est Bernard Arnault et Guy de Rothschild. Mais il y en a eu beaucoup d'autres.
Et donc, ils avaient préparé les valises et ils sont partis. Et ils sont revenus dès 1983, lorsqu'ils ont compris le rétropédalage le tournant de la rigueur, avec la financiarisation en route, mise en œuvre par le nouveau gouvernement avec Laurent Fabius pour Premier ministre. Et je vous rappelle que c'est Laurent Fabius, Premier ministre, qui a offert sur un plateau d'or l'Empire Boussac à Bernard Arnault. C'est grâce à Laurent Fabius et à ce cadeau qui lui a été fait, parce qu'il n'a pas payé cher la transaction financière. Et surtout, il a licencié, il était lié par un contrat de ne licencier personne, bien entendu. Lui, il a licencié tout le monde et il n'a gardé que Dior, puisque c'était la pépite Dior dont il avait programmé quelle serait la base de la création de son empire de luxe avec la création de LVMH. Prenons mon cas. Je suis fils d'un stit, devenu prof de collège tous les deux, et mon père devenu principal au cours de la carrière. Moi, j'arrive, génération normale, fils de prof. Évidemment, je suis bon à l'école. Évidemment, je suis une machine à gagner la compétition scolaire. Donc moi, j'ai été particulièrement aidé dans ma réussite scolaire. Enfin, j'étais pratiquement programmé pour ça et j'ai réalisé mon programme. Alors après, j'ai constaté chez moi, je le constate encore maintenant, ce qu'on appelle une grosse capacité de travail. Alors là, on pourrait dire, tiens, mérite personnel quand même, parce que par rapport à ma sœur, par exemple, qui a un conditionnement égal, ne développait pas la même capacité de travail, notamment à l'école, ce qui fait qu'elle a eu un parcours scolaire plus difficile que le mien. Moi, j'ai quand même mon petit mérite personnel, parce que c'est pas conditionné, parce que moi, quand même, j'ai bossé. Moi, c'est vrai que j'étais capable de bûcher 5 heures sur une révision de contrôle de maths, et quand même, j'ai sacrifié pas mal d'après-midi où j'aurais pu aller déconner avec mes copains, aller jouer au foot ou aller jouer au flipper à l'époque, pour réviser des maths, du français, de l'histoire géo, des choses comme ça. Et donc là, quand même, le mérite revient, quoi. Oui, mais ce que j'interroge à ce moment-là, c'est d'où me vient cette capacité de travail? Et dois-je m'honorer de ma capacité de travail qui m'a été donnée par quoi? Qu'est-ce qui a fait que j'ai une capacité de travail? Alors c'est là que le mérite devient un concept métaphysiquement creux. C'est-à-dire que là, on passe à un autre ordre d'analyse, si vous voulez. C'est que moi, la capacité de travail, je ne sais pas. D'ailleurs, je pense que la capacité de travail que j'avais était pavée de choses tout à fait discutables et obscures. J'étais premier de la classe, je voulais le rester. Je m'honorais de l'être. Je voulais un peu écraser la concurrence. Donc tout ça n'est pas très, très joli. Et je pense qu'il y aurait autant de raisons pour la société de m'en blâmer que de m'en récompenser. Donc bon, décidément, on ne peut pas orchestrer ou décider ou découper le partage des richesses dans une société à partir de ce genre de concept. Ça n'est pas possible. La méritocratie, en fait, c'est cette idée que la position de chacun dans la société vient sanctionner les qualités et les efforts personnels. Et on se sert de cette notion de mérite, précisément, pour valoriser ceux qui auraient accompli une ascension sociale, et puis justifier la posture de ceux qui restent au bas de l'échelle sociale en disant qu'ils ont démérité parce qu'ils n'ont pas suffisamment fourni d'efforts, ils sont paresseux, etc. Mais si on y regarde bien de plus près, c'est pour ça que je dis que c'est une fiction, comment arriver à discerner le mérite personnel? Les qualités de chacun, je dirais qu'elles sont soit innées, soit acquises. Plaçons-nous dans le cas où chacun aurait des dispositions, des qualités innées. Mais dans ce cas-là, la personne n'a aucun mérite, puisque, en réalité, ça lui a été donné à la naissance sans qu'il ait à fournir d'efforts. Si nos qualités ne sont pas innées mais acquises, ou s'il y a une part d'acquis malgré l'inné, eh bien, dans ce cas-là, comment démêler ce qui revient à soi, ce qui revient à la famille, ce qui revient aux rencontres, ce qui revient aux institutions? En effet, le cas des enfants sauvages, ces enfants sauvages ne se développent pas tout seuls, quel que soit leur potentiel, on pourrait dire inné, eh bien, ils n'arrivent pas à parler, ils arrivent à peine à se nourrir. Et donc, nous voyons bien que dans ce cas de figure, les trajectoires qui sont accomplies, lorsqu'elles paraissent fulgurantes, lorsque quelqu'un est soi-disant en bas de l'échelle sociale avec ses parents et puis va, par ascension sociale, monter sur le podium le plus haut, eh bien, nous voyons bien qu'il est impossible de démêler la part qui leur revient
et la part qui revient à l'environnement, à l'entourage, aux rencontres. Et donc, je dirais que quand quelqu'un affirme qu'il a du mérite, je dirais que c'est un ingrat, parce qu'il oublie finalement tout ce qu'il a tissé, tout ce qu'il a constitué, tout ce qui lui a fait la courte échelle d'une certaine manière. Et c'est pourquoi, quand on isole un individu et qu'on dit qu'on a du mérite, on oublie qu'un individu, c'est aussi une coproduction de la famille, des rencontres, du social. On ne peut pas penser les individus comme séparés, comme des entités où on pourrait considérer voilà, ce qu'ils ont fait tout seuls. Nous nous faisons toujours avec les autres ou contre eux, mais nous ne pouvons pas nous faire sans eux. On a vu cette espèce de sédimentation progressive d'un moi, de l'individu. Donc c'est aussi ce développement de l'individualisme qui a eu plusieurs phases au cours de l'histoire. Mais le connais-toi toi-même, par exemple, de Socrate, et que les auteurs de développement personnel citent à satiété en disant « mais vous voyez, Socrate, c'était du développement personnel déjà ». Non, c'est pas ça. Connais-toi toi-même, comme je le disais pour les stoïciens, c'est où tu es. Connais ta place, connais ton rôle. Et on est arrivé à cette idée selon laquelle, oui, le moi était une forme de substance, quelque chose, un socle, quelque chose de complètement intangible, alors qu'en fait, la notion même de moi est très occidentale, elle n'est pas partagée par tout le monde. Et puis, comment définir ce moi? C'est-à-dire que je perçois des choses en moi, certes, mais est-ce que je perçois autre chose que ces perceptions de moi-même? Est-ce qu'il y a une essence de mon moi qu'il faudrait définir, qui serait différente à chaque fois? Et puis, ce moi dont on parle tellement, est-il le même quand j'ai 15 ans et quand j'ai 50 ans? Certainement pas. Puis ce moi, il ne prend pas forcément en compte le rôle de l'inconscient. Ah bah absolument pas. Absolument pas. Non, c'est trop embarrassant. Parce que là, on introduit de l'indéterminé, on introduit une perte de contrôle. Si mes pulsions me font agir, sans que j'en sois conscient, tout s'effondre. Il n'y a plus de développement personnel. Il y a juste la fatalité des pulsions. Et ça, c'est inconcevable pour nous aujourd'hui, cette fatalité-là. Donc, qu'est-ce qui nous reste finalement? Il nous reste la mémoire de ce qu'on a fait. Mais évidemment, la mémoire étant imparfaite, on va se souvenir de certains traits marquants, saillants de notre existence. Et c'est sur cette mémoire des événements qu'on va se dire qu'il existe un moi. Contrairement à cette évidence qui semble tellement éclatante pour tout le monde, il n'est pas sûr que nous ayons un moi. Nous avons probablement une constitution biologique, mais nous ne sommes pas réductibles à notre biologie. C'est ça le problème des humains, c'est ça leur complexité. D'où la notion de genre, par exemple, telle que promue par Judith Butler. Le genre, c'est pas exactement le sexe. C'est parce qu'il se trouve qu'on a des cerveaux et que nous autres, les humains, nous sommes des créatures extrêmement sophistiquées. Et donc, il arrive que, alors que nous sommes biologiquement un homme, eh bien, nous sentions une femme. Eh oui, ce sont des choses qui existent. Et bien là, c'est le réel. Et ce réel-là est totalement occulté. Donc, par nos apprentis sorciers là, qui veulent fonder en biologie leur position politique. Mais donc, je pense que, comme d'habitude, leur construction soi-disant réaliste est une construction. Et elle se fait au prix d'une amputation, d'une mutilation du réel, qui est tout ce que je viens de dire, à savoir la sophistication incroyable de la créature humaine, qui fait que nous ne sommes pas réductibles à notre biologie. Et quand bien même, d'ailleurs, il y aurait un fait biologique, que moi je ne nie pas, je n'ai aucun problème à acter le fait que nous soyons aussi des créatures biologiques, il n'a jamais été écrit, il n'a jamais été décrété par qui que ce soit, en tout cas ça reste à prouver, qu'on doive édifier notre pensée politique sur des données biologiques. Depuis quand la biologie fait valeur? La biologie ne fait pas valeur. Parce que si la biologie fait valeur, c'est par exemple la loi du plus fort. Donc on n'a qu'à décider que notre société doit être en continuité des lois animales, de ce qui règne dans le règne animal, à savoir la loi du plus fort. La grosse bête bouffe la petite, quoi. Il se trouve que les humains sont arrivés un petit peu dans le jeu, sont arrivés dans le game, comme diraient des gens plus jeunes que moi. Ils ont dit, ouais, on va compliquer un peu la donne, en fait. Nous, on va inventer des trucs, des élaborations philosophiques, des valeurs, des discours, des sensibilités, qui fassent que on est quand même un tout petit peu meurtri et affecté par le fait que la grosse bête mange la petite. Donc, par exemple, on va inventer la politique. On va se donner un système politique qui ne soit pas en continuité, par exemple, de cette donnée animale. On se rend compte que ce qui se présentait soit du côté des macroniens, soit du côté des gens plus autoritaires, comme un discours réaliste à opposer à nos fantasmagories de gauche, sont en fait des constructions idéologiques au moins aussi fantasmagoriques que les nôtres.
Alors le besoin de sens, voilà, ça aussi, ça fait partie de ces mots qu'on emploie beaucoup. Il me faut du sens dans ce que je fais. J'ai perdu le sens de ma vie, de mon existence. Et il faudrait retrouver le sens, voilà, et puis après, ça ira tout seul. Alors qu'en fait, c'est un processus, c'est-à-dire que le sens ne préexiste pas. C'est pas quelque chose qu'on a égaré, sur lequel il faut remettre la main. C'est quelque chose qui se fait, c'est une praxis, c'est-à-dire que le sens se fait dans mes actions, dans mes paroles, dans mes pensées en permanence. Et puis il y a des reculs, et puis il y a des pertes, effectivement. Mais c'est pas un Graal. Donc cette notion de sens, elle apparaît très tôt, cette notion de perte de sens. Mais il y a tout un tas de raisons historiques. Auparavant, par exemple, vous étiez... Alors, je remonte assez loin, hein, mais... vous étiez dans une communauté, vous naissiez dans une famille, dans une communauté, vous étiez pris en charge par l'Église de la naissance, c'est-à-dire du baptême jusqu'à l'extrême-onction, jusqu'à la mort. Le mariage, le baptême, tout ça était encadré. Il y avait une sorte de chemin vers lequel on devait aller, sachant que le but ultime, c'était l'au-delà. Le sens ultime était ailleurs, si j'ose dire. Alors que maintenant, le développement personnel a bien compris que nous sommes dans l'intramondain. Nous sommes dans l'immanence permanente. Le bonheur, c'est ici et maintenant parce que je n'aurai pas d'autre vie. Donc ce besoin de sens, il vient de là. Et puis il vient aussi du fait que, par exemple, on parle de bullshit job. Hein, David Graeber parle de bullshit job, ces métiers qu'on fait mais qui n'ont pas vraiment d'utilité et qui font que quand on rentre le soir, on ne sait pas trop ce qu'on a fait de sa journée parce qu'on a rempli des cases dans des tableurs Excel, on a fait des choses comme ça. Mais je pense qu'on rejoint là un besoin fondamental, c'est peut-être le 5e étage de la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sens, c'est-à-dire ce que je fais a-t-il une utilité quelconque ? Mais le besoin de sens, malheureusement, c'est que la question est mal posée, c'est-à-dire qu'effectivement, le sens, il n'apparaît qu'à la fin. C'est à la fin de ma vie que je saurai si ça a du sens ou pas. Et vivre dans cette indétermination, c'est quelque chose qui est très mal supporté aujourd'hui, parce qu'on voudrait qu'effectivement... ici, tout de suite, maintenant, j'ai cette direction, cette plénitude, cet accomplissement. Hélas, on ne connaît pas la fin du film.